Pendant un bref instant, vous pensez avoir rêvé. Seulement, il existe bien un monde souterrain sous la surface de Paris. Les anciennes carrières, plus souvent appelées catacombes, ou même cata par les enquêtés, minent une part non négligeable de la capitale. Étymologiquement, le mot catacombe désigne les sépultures ou les cimetières souterrains. Cependant, ce que l'on nomme aujourd'hui catacombes désigne les carrières qui furent exploitées à Paris à partir du XIIe siècle afin d'extraire des sous-sols la pierre nécessaire à la construction des édifices parisiens. Donc l'exploitation du calcaire du bassin parisien se fit tout d'abord en dehors de la ville. Mais à mesure que la capitale s'est agrandie, elle a recouvert les vides créés par cette extraction. Donc au début des années 1980, on estimait qu'un dixième de la surface de la capitale reposait sur des vides. La longueur des carrières diminue de plus en plus, notamment à cause des projets de comblement ou bien des nouvelles constructions qui nécessitent la bétonisation des sous-sols. Cependant, cet ordre de grandeur, donc un dixième de la surface de la capitale, nous permet d'avoir une idée de l'ampleur de ces souterrains. Donc aujourd'hui, il y a plusieurs réseaux indépendants des catacombes. Donc il y a des petits réseaux, ceux du 12e arrondissement, du 13e ou du 16e arrondissement. Mais celui qui reste le plus fréquenté, du fait notamment de sa longueur, s'appelle le GRS, donc le Grand Réseau Sud. Et il parcourt le 5e, le 6e, le 14e et le 15e arrondissement sous Paris. Et c'est donc sur ce GRS que le travail de terrain s'est focalisé. Plusieurs sources s'accordent à dénombrer entre 250 et 300 km de galeries souterraines. Il y a plusieurs types de galeries. Certaines sont très basses et il faut se courber ou bien ramper. Mais la plupart sont praticables. On peut y marcher debout, en file indienne, les uns derrière les autres. Il y a également de nombreuses salles qui portent des noms différents et qui sont des lieux de rencontre, des lieux de fête ou bien des lieux où on se repose. Et dans le GRS, il n'y a qu'une quinzaine d'entrées et de sorties qui sont simultanément ouvertes. Si une partie de ces catacombes a été transformée en musée, celui-ci représente qu'1% du réseau abandonné. Et l'aspect touristique que tout le monde connaît, les catacombes, contraste avec la loi du secret qui entoure la partie illégale du réseau. L'entrée dans le réseau est interdite depuis l'arrêté préfectoral de 1955. Pourtant, les lieux ne sont pas vides, mais investis par des personnes qui se désignent comme des cataphiles. Il y a assez peu de travaux universitaires qui ont analysé les catacombes. Il faut citer entre autres l'ouvrage « La cité des cataphiles » qui a été publié dans les années 80, qui est une enquête sur la population qui a été menée par 2 ethnologues, un sociologue et un historien. Et une thèse qui a été réalisée aussi en anthropologie par Roxane Perezzo, soutenue en 2015. Nous pouvons aussi trouver 2 articles publiés dans des revues de sciences sociales récemment, donc en 2019 et en 2021. Donc pour cette communication issue de mon enquête de terrain, de mémoire, je vous propose de nous interroger sur l'investissement de ce lieu, clos, confiné, qui est pourtant central dans la géographie parisienne. C'est un lieu qui est connu, qu'aucun guide touristique sur Paris n'oublie de mentionner, et à la fois discret, secret, à la marge. Ce sera l'occasion d'aborder la pratique de la cataphilie, qui désigne le goût pour l'exploration des catacombes et des souterrains, en tant qu'exemple empirique de la claustrophilie. Quelles sont les raisons et les modalités de l'investissement de cet espace souterrain? Comment se construisent les désirs de s'aventurer sous Paris? Et quelles sont les transgressions qui sont mises en place pour pouvoir les assouvir? Comment l'aménagement de cet espace confiné est-il pensé? Mais aussi comment est-il négocié entre les différents usagers cataphiles? Ces questions ont animé ma réflexion tout au long de mon travail de mémoire et se sont principalement structurées autour de l'intérêt que j'ai porté à la création des graffitis dans ce lieu. Donc la première question que je me suis posée était pourquoi un graffeur choisit-il d'aller peindre dans les catacombes? Donc il a donc été nécessaire de s'interroger sur la relation qui existe entre le graffeur et le lieu de sa pratique. La relation que les artistes nouent avec la carrière est intime et personnelle, mais répond cependant à certaines constantes. Toutes les personnes avec qui je me suis entretenue m'ont affirmé que leur attachement au lieu était une des raisons de leur pratique. Ce que le travail de mémoire a également permis de mettre au jour, c'était que les relations sociales spécifiques aux catacombes sont également des raisons de graffer, mais surtout des motivations pour y revenir souvent. On se demandera alors de quelle manière les catacombes participent-elles au processus créatif.
Donc je propose de débuter par une description de l'espace en se concentrant sur l'entrée dans le lieu, l'exploration du passage entre la rue et les catacombes, entre la surface et les souterrains, permettra de définir cet espace en le saisissant par sa frontière. Ce sera également le moment d'aborder la transgression que l'exploration des carrières nécessite. Transgression non seulement de l'ordre légal, mais simplement aussi d'un quotidien. Ensuite, en parlant de l'habitation des catacombes, je reviendrai sur la production du graffiti dans cet espace. Comment expliquer le désir des graffeurs d'aller peindre dans cet endroit, difficile d'accès et qui a surtout assez peu de visibilité? Quels sont leurs désirs pour les catacombes? Comment matérialisent-ils leur attachement au lieu? Enfin, j'aborderai les règles qui sont créées au sein de ces communautés de graffeurs. Nous verrons que le graffiti en tant que pratique créative répond à des règles qui s'expliquent par des raisons sociales, des raisons qui forment un groupe, par une base historique reliée à un environnement particulier et à des conflits entre le désir d'usage et celui de conservation historique et patrimoniale. Alors dans ce mémoire, il a été utile de s'interroger sur cet espace particulier, non seulement grâce à une description technique, mais en observant son statut par rapport à la ville. Le concept d'hétérotopie de Michel Foucault, bien que fortement usité, m'a permis de m'intéresser au passage, à la transition entre l'extérieur et l'intérieur des souterrains, afin d'esquisser une compréhension du lieu. Donc Foucault a donné plusieurs sens aux hétérotopies, des utopies localisées, des contre-espaces, des lieux qui existent bien mais qui sont pourtant en dehors, tels que les prisons, les cimetières, les jardins, les asiles ou les maisons closes. Il précise par ailleurs que ces lieux ont toujours des systèmes d'ouverture et de fermeture qui permettent d'y accéder à partir de l'espace environnant. Si nous reprenons cette caractéristique, que pouvons-nous identifier comme étant la frontière entre la surface et le souterrain? Quelles sont les étapes pour pouvoir s'extraire de l'ordinaire et de se retrouver dans les catacombes? Quels sont les éléments matériels qui constituent ce seuil? Donc en accompagnant les graffeurs dans les catacombes, je me suis rendu compte qu'il fallait que je considère cette étape-là, celle du passage entre la surface et le souterrain, comme la première étape de la pratique du graffiti. Donc l'entrée dans les souterrains se déroulait souvent de cette manière. Donc premièrement, on se donnait rendez-vous près d'une plaque en début de soirée, généralement dans le cœur de Paris, vers le jardin du Luxembourg. Ensuite, discrètement et rapidement, nous soulevions la plaque en fonte pour descendre dans un premier réseau souterrain de câbles téléphoniques qui s'appelle une galerie technique, une GTEC, qui est le mot donné par les cataphiles. Ensuite, après avoir un peu marché et repéré la chatière, qui est le mot utilisé pour désigner le passage étroit, creusé pour passer d'un tunnel à l'autre, nous passions en rampant un à un dans cette chatière de plusieurs mètres de long, tout en posant nos sacs à dos devant nous. Enfin, nous descendions dans l'escalier en colimaçon pour accéder au réseau des carrières, donc pour accéder aux catacombes. La première plaque en fonte, puis la chatière à franchir, composent une frontière. Ce sont les systèmes d'entrée et de sortie du lieu. Il existe des entrées directes dans les catacombes qui ne nécessitent pas ce passage par l'intermédiaire des galeries techniques, mais durant tout mon terrain, nous les avons majoritairement utilisées. Ces intermédiaires, ces galeries techniques, agissaient en quelque sorte comme des sas de décompression entre la ville et les carrières. C'était notamment le moment de sortir ses affaires nécessaires à la descente, donc par exemple les longs frontales, les enceintes pour mettre de la musique, des cartes si on en avait besoin, mais aussi comme une zone tampon où les bruits de la rue sont tamisés mais encore perceptibles, où l'obscurité règne déjà presque complètement. Donc se rendre dans les catacombes nécessite aussi des compétences. Savoir quelles plaques soulever, quelles entrées sortir prendre, quelles cartes utiliser et quel équipement se munir relève donc d'une forme de compétence urbaine. Ce terme est utilisé par Florence Bouillon, donc le terme de compétence urbaine, pour désigner ces compétences qui sont développées dans le rapport que les individus entretiennent avec la ville et qui constituent une manière de fabriquer quotidiennement son rapport à l'environnement. Donc dans le cadre des catacombes, l'acquisition de compétences et de savoirs sur la ville permet de s'extraire de la vie quotidienne de Paris. Ces compétences techniques permettent d'échapper aux dynamiques urbaines, de se retrancher dans un lieu autre, où il sera même possible d'être quelqu'un d'autre en utilisant un pseudonyme, un blase de cataphile.
Il y a une sorte de transgression de son identité aussi qui est possible grâce à ce passage entre la surface et le souterrain. La centralité géographique du GRS, du Grand Réseau Sud, nécessite aussi une connaissance du rythme de la vie du quartier. S'il existe certaines personnes qui ne craignent pas le risque légal encouru par l'ouverture d'une plaque en pleine journée dans le quartier latin, la plupart des enquêtés se donnaient rendez-vous en début de soirée afin d'être plus tranquilles. Malgré son positionnement en retrait, l'accès du lieu est tout de même calqué sur ces rythmes de la ville, sur les rythmes de la rue. La peur des personnes enquêtées, la peur de se faire voir aussi, ne portait pas uniquement sur les autorités qui peuvent, comme je l'ai dit, sanctionner la descente dans cet espace interdit, mais aussi sur la préservation du lieu, la préservation du secret. Ne pas descendre en pleine journée permet d'éviter de montrer à des passants les entrées dans les catacombes. En effet, la pratique de la cataphilie est entourée de secrets. La connaissance de ces secrets engendre notamment une distinction interne, comme on peut le voir avec ce brevet de cataphile, entre le cataphile, la vraie personne qui est habituée au souterrain et qui a toutes les connaissances sur ce souterrain, et le touriste, qui n'est que de passage, sans connaître le réseau, qui n'est pas intégré à la vie sociale du lieu. Donc la visite des catacombes repose donc sur plusieurs transgressions. Celle de l'ordre légal, en outrepassant l'arrêté de 1955, celle de la transgression de son quotidien, celui de la vie en ville, en offrant la possibilité d'être une personne différente, avec un autre prénom, des amitiés différentes qui peuvent être des amitiés qui sont uniquement présentes sous terre. De plus, cet espace a vraiment une relation corporelle. Il y a vraiment une relation corporelle avec cet espace. L'espace et le temps est modifié. La vue qui est restreinte par l'obscurité modifie les notions de distance et désoriente. L'absence de lumière naturelle ne permet pas d'estimer l'heure à laquelle on est. On se situe dans un lieu qui est différent, un lieu autre, où le temps s'écoule différemment, où le rapport corporel à l'espace passe par l'utilisation d'autres sens que la vue, l'ouïe, le toucher. Il est donc compliqué de se rendre dans ce lieu confiné, qui est entre autres caractérisé par son obscurité. Donc on peut alors se demander pourquoi les graffeurs y vont. Quelles sont leurs motivations d'aller graffer dans un lieu aussi reculé. Donc faire du graffiti dans les catacombes n'est pas une activité commune à tous les cataphiles, mais plutôt une pratique marginale, dans le sens où il y a assez peu de personnes qui la pratiquent. Et il y a beaucoup de conflits qui entourent cette pratique du graffiti, et ces conflits sont notamment ancrés dans le sujet du patrimoine souterrain, ce qui doit être considéré comme historique patrimonial à conserver. Donc de nombreux cataphiles luttent pour conserver l'esthétique et l'aspect original du lieu, et par conséquent la pratique du graffiti est mal perçue et même réprimée. Elle est vue par de nombreuses personnes comme des salissures, des inscriptions sans esthétique ou des inscriptions très égoïstes. Il y a deux rapports différents à cet espace-là, à ce lieu. Celui qui valorise le patrimoine, l'histoire des carrières, et celui qui valorise le patrimoine actuel des cultures urbaines. Et donc je vais tout d'abord m'atteler à décrire les motivations de cette pratique, et ensuite, dans la dernière partie de ma présentation, expliquer les règles qui ont émergé des conflits entre ces deux visions autour de cet espace. Donc je partage l'idée de Raphaël Schachter, qui est un anthropologue anglais, que faire du graffiti, qu'il est nécessaire de ne pas penser les graffitis uniquement comme des décorations, mais plutôt comme des objets qui non seulement nous permettent de comprendre leur environnement, et comme des objets structurants dans les relations sociales, notamment les relations sociales underground. Se pencher sur l'agentivité des graffitis, sur ce qu'ils font, ne signifie pas de considérer les réalisations graphiques seulement comme passives dans les relations sociales, mais plutôt comme structurantes et centrales dans les interactions souterraines. Donc, quelles sont ces motivations alors? Pour les graffeurs, peindre dans les catacombes, c'est une pratique qui peut se comprendre par le désir d'être caché des regards et du risque de la répression. Aller dans les catacombes pour peindre, ou dans les autres lieux abandonnés, lieux vacants, déplace le moment de la transgression. En effet, alors que dans la rue, graffer constitue une transgression de la loi, dans les catacombes, ce n'est pas le fait de graffer qui est illégal, mais celui de se rendre dans les lieux. Quand la transgression première est passée lors du passage de la plaque en fonte, les autres activités non réglementées ne constituent pas des infractions. Graffer dans cet espace caché offre aussi la possibilité de pratiquer
de manière collective avec un groupe, d'avoir des moments de sociabilité autour de sa création, mais aussi de mener des projets plus ambitieux. Peindre dans ce lieu permet de faire des réalisations plus ambitieuses, permet d'y revenir plusieurs jours, plusieurs fois pour pouvoir la terminer, ce qui est quasiment impossible ou très peu fait dans la rue, premièrement du fait du risque de la répression, mais aussi à cause de la vie plus éphémère des graffitis dans la rue. Graffer dans les catacombes est aussi un moyen de comprendre, de matérialiser sa relation intime avec le lieu. Les graffeurs avec lesquels je me suis entretenue m'ont expliqué que faire du graffiti dans les catacombes n'est pas un choix dû au hasard, mais souvent le produit d'une réflexion menée sur son rapport au lieu. C'est souvent après avoir arpenté les carrières plusieurs fois et se considérer comme cataphile que les personnes se mettent à graffer. Une graffeuse avec laquelle je me suis entretenue plusieurs fois m'expliquait, je cite, « J'ai l'impression de faire un truc que j'aime pour améliorer un lieu que j'aime beaucoup. C'est vraiment très lié au lieu ce que je fais. C'est ça qui est particulier. Ce que j'aime vraiment, c'est d'accorder mon dessin au lieu. Je ne suis pas là juste pour faire un truc sur un mur. Je suis là parce que c'est les katas, parce que c'est les catacombes. C'est vraiment ma démarche. » Donc son témoignage se retrouve dans les autres discours des graffeurs. Ils expliquent que cet espace n'est pas un terrain neutre, qui serait interchangeable avec n'importe quel autre, et que c'est vraiment la relation particulière qu'ils entretiennent avec les catacombes que naît ce qu'ils créent. Cette graffeuse explique que c'est entre autres les catacombes qui lui ont donné envie d'apprendre à graffer, qu'elle ne graffait pas avant, que c'est son goût pour le lieu qui l'a motivée à contribuer à son amélioration grâce à la réalisation de graffitis. Cette initiation suscitée par l'attrait des catacombes et par l'envie aussi de contribuer à l'aménagement visuel de cet espace se retrouve dans le parcours de chaque graffeur que j'ai interrogé et avec qui je me suis entretenue. C'est en quelque sorte un lieu à soi, un lieu intime, un lieu personnel. Donc graffer dans les catacombes, c'est aussi graffer dans un système qui est différent, dans un lieu autre, dans un système pour sortir d'un système artistique ou alors d'une possible récupération. C'est le moyen de contourner ce système artistique. En plaçant leur création dans les souterrains, les graffitis ne risquent pas de leur échapper et d'être potentiellement réutilisés dans les processus urbains. En effet, la nature subversive du graffiti dans la ville est aujourd'hui remise en question, notamment par son assimilation sous le label de street art dans les processus de transformation des villes françaises ou bien européennes, même mondiales. Les institutions utilisent de plus en plus les graffitis dans la rue dans une optique de transformation des territoires, pour assouvir des désirs de gentrification, mais aussi pour reprendre le contrôle de leurs images dans une pratique artistique qui échappait jusque-là à l'institutionnalisation. Les travaux, par exemple, de Clotilde Kuhlmann, Julie Vasselin ou Sophie Blanchard offrent des exemples précieux sur ces processus. Et plusieurs enquêtés m'ont fait part de leur vision négative de ces processus-là. La visibilité, les processus mercantiles, la gentrification, qui sont promus à travers cette appropriation du graffiti par les instances publiques, furent plusieurs fois fortement décriés par les graffeurs et les graffeuses des catacombes que j'ai pu rencontrer. Il faut tout de même relever que ces réalisations, donc dans l'optique d'un appel fait par les instances publiques, les institutions, vont de pair aussi avec une reconnaissance artistique, une rémunération, et font passer les graffitis du statut éphémère à celui de pérenne. Comme me l'ont répété plusieurs fois les graffeurs rencontrés, les street artistes sont traités comme des artistes, ce qui n'est pas le cas pour tous les graffeurs ou les graffeuses, les taggeurs ou les tagueuses, qui sont vus souvent comme des vandales qui viennent souiller l'image de la ville façonnée par les décisions publiques. Donc pour certains des enquêtés, le fait que les catacombes soient isolées des processus urbains est d'ailleurs déterminant pour le choix du lieu pour la pratique du graffiti. Certains pratiquent donc uniquement sous terre, comme l'a expliqué ce pochoiriste cataphile qui a fait ses pochoirs. Donc je cite ce qu'il m'a dit. Ce qui est particulièrement intéressant dans les catacombes, c'est d'ailleurs pour cela que j'y fais tous mes pochoirs, c'est que les expressions artistiques sont décorrélées de tout aspect économique ou marchand, qui s'est à la surface accroché au mot street art. La production est donc détachée des règles qui sévissent à la surface. En parlant des règles du graffiti à la surface, nous allons donc maintenant voir la manière dont se structure la pratique interne, la pratique souterraine,
quelles sont les règles, les normes qui sont mises en place pour pouvoir pratiquer le graffiti dans les catacombes. Donc comme nous l'avons déjà dit, le graffiti dans les catacombes, c'est une pratique qui est associée à un loisir, dans le sens où elle n'est pas corrélée à des échanges marchands, mais pour autant, cette pratique est socialement organisée, structurée et normée. Faire du graffiti dans les catacombes, c'est, contre toute attente, devoir aussi répondre à des règles, s'intégrer dans un groupe de pratiquants et inexorablement s'immiscer dans des formes de conflits sociaux. Donc l'utilisation de la grille de lecture donnée par Howard Baker dans Les Mondes de l'Art permet de comprendre comment ces règles de la pratique du graffiti ont été mises en place dans les catacombes. Baker explique qu'il y a des conventions, des notions de normes et des règles au sein de tous les mondes de l'art. Celles-ci sont établies afin d'organiser la coopération entre les différents participants de ces sphères artistiques. La grille de lecture de ces conventions peut être résumée par 4 points fondamentaux. Donc, premièrement, les règles sont généralisées dans tous les mondes artistiques, donc le graffiti souterrain ne devrait pas en être exempt. Deuxièmement, Baker explique que ces règles ne sont pas créées ex nihilo, qu'elles viennent de quelque part, mais qu'elles peuvent être expliquées dans l'histoire artistique et sociale du monde qu'elles régissent. Troisièmement, elles permettent une coopération entre les pratiquants. Donc, nous avons déjà dit que les catacombes permettaient des créations collectives du fait de son caractère caché. Cependant, pour pouvoir créer ensemble, il faut pouvoir s'entendre sur la manière de graffer, sur la manière de créer, et surtout sur les endroits où on peut graffer. Car comme nous allons le voir, certains spots sont proscrits et d'autres sont plus acceptés. Et enfin, c'est grâce à ces règles que le cercle des praticiens est esquissé. Elles permettent en quelque sorte de créer un groupe. Ces 4 éléments relatifs aux normes artistiques sont-ils présents pour le graffiti dans les catacombes ? Alors premièrement, tous les graffeurs que j'ai rencontrés m'ont dit que la pratique dans la rue et dans les catacombes était totalement différente, qu'il y avait vraiment des règles spécifiques à la pratique souterraine. Et les graffeurs étaient conscients dès leur arrivée dans le lieu que sa spécificité nécessitait un apprentissage préalable avant de pouvoir commencer à graffer. Les propos d'un graffeur cataphile illustrent très bien cette conscience des règles et de son envie de comprendre toutes les normes avant d'assouvir son désir de peindre dans le lieu. Donc il m'a dit, je cite, « Au tout début, quand j'ai commencé à descendre dans les catacombes, je ne faisais pas trop de graphes. Pourtant, moi, ça fait des années que je fais du graffiti dans la rue. Mais au début, dans les katas, j'ai vraiment attendu de voir comment ça se configurait, de voir comment était le terrain, comment on peut graffer. Si tu viens ici, il y a quand même une politique du lieu à respecter. J'attendais de bien comprendre, de bien la comprendre. Il y en a qui tolèrent le graffiti dans les catacombes, d'autres qui ne tolèrent pas du tout. Mais je pense que tu as le droit de faire du graphe. Il faut juste savoir comment il faut graffer correctement. » Fin de la citation. Ce que le dit le graffeur peut paraître étonnant de prime abord. Pourquoi les catacombes, alors qu'elles paraissent être un espace de liberté, retiré des contraintes qui pèsent sur la création dans l'espace urbain, pourquoi y a-t-il une politique à respecter ? De plus, quelle est cette politique spécifique à la création des catacombes ? Ce qu'il montre, c'est qu'en plus des contraintes physiques qui imposent des techniques matérielles particulières dans cet espace, il y a aussi des normes sociales à respecter pour créer. Quelles sont ces règles donc et comment elles ont été mises en place ? Les règles concernent principalement la préservation de l'aspect historique. Les graffeurs ont insisté sur le fait qu'il fallait bien choisir son espace où peindre. Il était convenu qu'il était interdit de peindre sur tous les éléments qui pouvaient être considérés comme historiques, tels que les plaques de rue, les gravures, les inscriptions au fusain, les épures. Les règles étaient donc de faire attention lors de la sélection du spot, éviter les parois vierges pour garder certains espaces propres et préférer les endroits déjà tagués, ne pas repasser sur ce qui pouvait être considéré comme ayant une valeur historique ou bien repasser un autre graffiti. Mais cela nécessitait aussi, également, la connaissance de l'histoire des catacombes et devait donc passer par un apprentissage de l'espace et de ses spécificités. Pour éviter de commettre une erreur, certains donc préféraient et choisissaient des murs en béton, donc des murs qui étaient construits bien plus récemment et sur lesquels il ne pouvait pas y avoir des inscriptions historiques ou bien patrimoniales. Les quelques graffeurs avec lesquels je me suis les quelques graffeurs et taggeurs qui ne sont que de passage ne connaissent pas forcément ces règles et ils sont susceptibles de les enfreindre.
Pour les graffeurs cataphiles, ces règles sont généralement enfreintes que par des touristes, donc ces personnes qui ne font pas partie de la communauté. Ignorant ces règles et n'ayant que faire de l'aspect historique du lieu, les touristes terniraient la réputation des vrais graffeurs des catacombes, qui eux agiraient dans les limites imposées par la préservation du lieu. Alors que les graffeurs disent faire partie de la société cataphile, les personnes qui transgressent les règles sont désignées par les graffeurs cataphiles comme étrangères à la société souterraine. Cela confirme donc bien ce que Baker disait à propos des mondes de l'art lorsqu'il expliquait que le savoir relatif aux règles internes au monde délimite qui fait partie du milieu et qui n'en fait pas. Ces conventions élémentaires, unanimement partagées par les graffeurs et les graffeuses interrogés, viennent souder les pratiquants d'une communauté. Si ils ou elles peignent collectivement, ce qui arrive pour la réalisation de graffitis collectifs, ils partagent une base commune de conventions. Partager ces normes permet donc une forme d'automatisme, ne pas se poser de questions sur telle ou telle contrainte, qui dans les katas autorise donc la pratique collective. Donc comme nous l'avons aussi dit pour les règles, les 4 normes expliquées par Baker, il y a aussi des bases à ces normes, à ces règles. Donc on peut se demander comment elles ont été construites et comment elles ont été aussi construites autour de la préservation de l'aspect historique et partagées au sein du réseau des graffeurs. Donc il y a une histoire qui est souvent racontée pour souligner le conflit entre la création contemporaine des graffitis et le désir de préservation du lieu par des cataphiles soucieux du patrimoine. Donc cette histoire concerne un graffeur assez emblématique des souterrains qui a commencé à descendre à partir des années 1980. Et cette histoire est souvent racontée sous le terme de la guerre entre les frotte-connards et les frotteurs. Donc les frotte-connards, les FC et les frotteurs. Donc en segmentant la population cataphile en 2 camps, donc d'un côté les pro-graffiti et de l'autre les anti, cette guerre n'a pas eu uniquement des conséquences matérielles, mais aussi des répercussions sociales sur le groupe cataphile. Elle a entraîné une destruction de certains graffitis que les frotteurs effacèrent avec leurs brosses en fer, mais aussi l'émergence de conflits interpersonnels au sein de la communauté cataphile. Cette division sociale entre les graffeurs et les frotteurs au sein de cette communauté se retrouve encore aujourd'hui. Donc cette histoire a eu lieu dans les années 2000. Un groupe de graffeurs décide de repeindre une salle de manière collective. Donc ils font une grande fresque tous ensemble dans une salle qui s'appelle la salle Cabanis. Ils jouent sur le nom de la salle Cabanis, donc ils font un chant de cannabis. Donc grande salle toute peinte en verte. Et lorsqu'ils reviennent ensuite, quelques jours plus tard, ils voient que la fresque est toute frottée, elle est totalement détruite. Et il y a une inscription qui est gravée où on peut lire « Laissez vivre la pierre ». Donc de la part des cataphiles soucieux de la conservation et du patrimoine. Donc les graffeurs et les cataphiles pour la conservation se retrouvent donc dans un conflit. Et donc les graffeurs décident de se venger et de taguer partout dans le réseau, le plus possible, « frotte-connard » pour susciter le désir des cataphiles de frotter encore plus. Donc il y a une sorte de jeu entre le chat et la souris. Plus je vais taguer, plus ils vont frotter et ainsi de suite. Il y a 2 éléments à pointer donc dans ce conflit. Premièrement, la guerre entre les FC et les frotteurs a cristallisé tous les conflits au sujet du patrimoine. Alors que d'un côté, certains cataphiles luttaient pour maintenir la vision patrimoniale du lieu, les graffeurs se battaient pour conserver l'esprit libre de cet espace. Chacun de son côté s'arma de ses outils de prédilection. Si la branche en fer était déjà utilisée par les cataphiles pour nettoyer des salles, son utilisation s'accrut et se porta vraiment principalement sur les graffitis. De leur côté, les graffeurs s'emparèrent de leurs bombes de peinture pour marquer leur présence, pour matérialiser leur présence dans le milieu souterrain. Deuxièmement, en définissant les limites à ne pas franchir, les graffeurs établirent des règles relatives aux graffitis dans les catacombes. Si les graffeurs luttaient pour leur liberté d'expression dans ces lieux, cela devait se faire aussi dans les limites définies par le respect du patrimoine historique, chéri aussi par cette communauté. Donc nous avons vu que ces règles régissent la création des graffitis dans les catacombes sont empreintes de l'histoire de ce conflit entre les FC et les frotteurs. Elles ont donc une base historique. Elles sont non seulement liées
à la notion de patrimoine souterrain, mais aussi structurées à l'image de celles qui régissent la pratique du graffiti à la surface. Comme nous l'avons vu, il arrive que des personnes dérogent aux règles établies, soit en graffant dans les galeries vierges, soit en repassant les plaques de rue gravées ou des graffitis considérés comme historiques. Ces personnes ne sont pas considérées comme faisant partie de la communauté des graffeurs cataphiles et leurs graffitis sont quasiment systématiquement effacés, frottés à la brosse en fer. La connaissance des règles et leur application est donc une manière de former un groupe et permet alors de peindre en groupe sur des projets collectifs. Donc graffer dans les catacombes est une pratique particulière qui ne peut pas être comprise sans analyser les spécificités de cet espace, de ce lieu dans lequel elle prend place. En se penchant sur la distinction entre la surface et le souterrain, sur son aspect confiné, mais aussi en retrait, sur le secret qui entoure la pratique de la cataphilie, j'ai abordé les désirs claustrophiles et les transgressions qui doivent être mises en place pour pouvoir s'y rendre. Toutes les caractéristiques de cet espace suscitent donc des questionnements sur les raisons d'y pratiquer le graffiti. Donc j'ai montré certaines des motivations des graffeurs d'y aller. Enfin, nous avons pu comprendre que les modalités de cette création, qui est régie par des règles et des conventions, permettent notamment une délimitation de la communauté des pratiquants. Le fait que le lieu soit souterrain, en retrait et confiné, participe donc au désir d'y créer, mais détermine aussi les manières de le faire. Merci beaucoup.